Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek. Alors oui, je suis bien rentré de Colmar, de mon salon du livre, où j'ai rencontré des abonnés, j'en parlerai en fin de vidéo, mais ça a été un peu compliqué dimanche soir avec la neige. Alors on va parler de quoi dans cette Actu du Geek? On va parler de AMD, qui promet 30 fois plus de puissance pour la même consommation à l'horizon 2025. Vous verrez, c'est assez intéressant. On va parler de PlayStation sur plusieurs sujets, on va parler aussi du jeu Horizon Forbidden West, avec des nouvelles dessus très intéressantes. On va également parler de Sega et on va parler aussi de Cyberpunk 2077. A tout de suite. Commençons par Horizon Forbidden West. Ce qui est assez intéressant, c'est les propos de Esten Sog, qui a dit c'est un développeur de monde virtuel et spécialisé surtout chez Guerrilla Games, qui a donc donné quelques précisions sur ce jeu qui sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir droit apparemment à un monde assez réaliste. Je vous rappelle quand même que Horizon Forbidden West, c'est un monde ouvert. Et donc ce qui est intéressant dans un monde ouvert, c'est que quand vous vous promenez, vous n'ayez pas l'impression d'être dans un monde vide et déshumanisé. Et ici, visiblement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné une âme et une profondeur à leur peuplade. C'est-à-dire qu'ils ont donné une dimension même de croyance en fonction des ruines qu'il y a à côté des peuplades en question. Ils ont donné bien entendu des buts, des enjeux précis et une culture différente en fonction des peuplades que vous allez croiser, des peuplades auxquelles vous aurez des interactions, vous pourrez avoir des interactions avec ces peuplades et bien entendu la réponse ne sera pas la même en fonction des peuplades que vous allez croiser. Ainsi, la peuplade des Oseram, c'est une peuplade assez patriarcale, avec des contacts assez physiques, des frappes dans le dos, dans la main, alors que les Utaru sont une peuplade plus agraire, mais aussi plus dans la douceur, dans le sentiment. Donc la réaction vis-à-vis de vous ne sera pas la même, et aussi, bien entendu, lorsque vous allez regarder cette peuplade interagir entre eux, ce ne sera pas la même chose. Ça me fait penser un peu à Skyrim. Skyrim, ils avaient essayé de donner cette dimension, vous savez, où les gens étaient là, mais ils ne faisaient pas rien. Ils allaient par exemple au champ, et la nuit, ils rentraient chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'intelligence artificielle derrière tout ce monde que vous exploriez. Et bien c'est la même chose, apparemment, que veulent faire les développeurs de Guerrilla Games dans Horizon Forbidden West. Et bien tant mieux, parce que dans un RPG, personnellement, quand je me promène dans un monde ouvert, je ne suis pas que la mission principale, j'aime me balader à droite et à gauche, et j'aime bien voir interagir les gens entre eux, et qu'il y ait finalement une sorte de réalisme dans le monde qui est proposé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement, ça me séduit. On verra bien entendu si le contrat est rempli lors de la sortie du jeu. Et je vous conseille à ce propos, il sera en lien en descriptif, le long article de PlayStation Blog sur ce sujet-là en particulier, où il y a plein de descriptions, de la part d'ailleurs du développeur, des développeurs du jeu, sur le monde et ce qu'on va pouvoir y faire en termes d'interaction. Ah, parlons un peu de Cyberpunk 2077. L'un des boss de CD Projekt Red a parlé et a dit qu'il était très content du renouveau de son jeu, c'est-à-dire qu'apparemment, maintenant, les joueurs, en particulier PC bien entendu, mais peut-être probablement PS5 et Xbox Series X aussi, Series S peut-être, sont assez contents du jeu, c'est-à-dire grosso modo, il y a un renouveau sur le jeu, après moult corrections de bugs, il faut bien le préciser, qui fait qu'il y a un petit regain pour le jeu, et que la notation du jeu augmente, en particulier sur Steam, donc sur PC. Il dit d'ailleurs que dans l'avenir, ça va faire un peu comme The Witcher 3, le jeu va prendre ses lettres de noblesse dans l'avenir, dans quelques années, lorsqu'on aura en particulier effacé le début catastrophique sur PS4 et sur Xbox One, je vous rappelle. Donc il dit qu'effectivement, au fil du temps, ça va s'améliorer, et on peut le croire, je pense qu'on peut le croire, parce qu'effectivement sur PC quand même l'expérience est très intéressante. Alors oui, je reconnais, il y a des manques dans ce jeu quand même, mais peut-être que justement dans l'avenir, ils vont être rajoutés par rapport à ce qui avait été promis au début. Les DLC, je vous rappelle que par exemple The Witcher 3, au début il y avait beaucoup de bugs, alors pas autant que sur PS4 et Xbox One, ce n'était pas injouable, mais il avait été critiqué quand même The Witcher 3 au début pour ses nombreux bugs. Aujourd'hui c'est un jeu qui est considéré comme culte, c'est important de le préciser. Et Cyberpunk 2077, est-ce qu'il sera culte? Peut-être pas, mais il va sans doute prendre ses lettres de noblesse, en particulier s'il y a des DLC qui sont de qualité, comme étaient les DLC de The Witcher 3, en particulier Blood and Wine, qui était magnifique comme DLC, j'ai adoré. Si Cyberpunk 2077, CD Projekt Red propose des DLC de ce niveau-là, peut-être qu'effectivement Cyberpunk 2077 va regagner le cœur des joueurs. Donc on va voir ce que va proposer CD Projekt Red, mais visiblement ils veulent travailler sur leur jeu, donc faire des rajouts, peut-être des compléments qui manquaient au départ.
Sans doute des DLC, écoutez, bon ben oui, effectivement le départ était catastrophique, mais espérons que dans l'avenir, en particulier le patch next-gen, soit de qualité, qu'il corrige effectivement les derniers bugs, qu'ils ajoutent des nouveautés qui soient très intéressantes pour nous, et on pourra en juger d'ici 1, 2 ou 3 ans. Sega a fait une petite précision importante visiblement, et oui, Sega a précisé qu'il travaillait effectivement en étroite collaboration avec Microsoft, mais qu'il n'y aurait pas de jeu exclusif Xbox, c'est important de le préciser. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jeu d'ailleurs sur le Game Pass, entre guillemets, je le précise, ou sur le xCloud, mais en tout cas, pas de jeu exclusif. Ils vont dépenser 880 millions de dollars sur leur super game, comme ils appellent leur super game, c'est-à-dire sur des licences qui leur sont propres, propriétaires à Sega, qu'ils vont développer en particulier pour les élargir grâce avec 2 technologies de Microsoft, je pense. Le premier, c'est bien entendu Azure, et oui, Azure, les serveurs Azure, et deuxièmement, ils vont utiliser une technologie que connaît très bien maintenant Microsoft, Xbox, le cloud, le xCloud, pour pouvoir proposer leurs jeux, et oui, sur tous les supports, en particulier les mobiles, les tablettes et autres. Et donc ça les intéresse fortement, Sega. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut rebondir sur PlayStation. Et oui, PlayStation qui va également, apparemment, ils ont un brevet en tout cas qui a été dévoilé, qui permettrait de jouer sur mobile avec 2 manettes qui seraient connectées sur le mobile au jeu PlayStation qui serait adapté version mobile. Et on pourrait jouer grâce au cloud également, je vous rappelle, PlayStation est également sur Azure Microsoft. Ce qui me fait dire quand même que Azure, et on le sait, marche très fort, on le sait bien entendu avec plein de compagnies qui utilisent Azure, mais donc PlayStation et donc dans le futur Sega, ce qui est quand même assez intéressant. Alors ces manettes vont être connectables apparemment sur le mobile. On verra comment. Eh bien, Wipeout va sortir, par exemple. Wipeout Rush va être l'un des premiers jeux mobiles offerts, enfin, proposés par PlayStation, une de leurs licences proposées par PlayStation. Wipeout, j'ai beaucoup joué avant, et donc ça sera intéressant de pouvoir jouer à différentes licences, grandes licences de PlayStation sur mobile. On verra, parce que effectivement God of War, comment ça va rendre sur un mobile, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais après tout, il peut y avoir de très bonnes adaptations. Hades par exemple sur Switch, alors l'écran est un peu plus grand, mais c'était une très bonne adaptation que j'ai beaucoup appréciée, et donc pourquoi pas sur mobile un God of War ou un Last of Us à voir dans l'avenir. Et c'est intéressant parce que PlayStation, je pense, commence à élargir son spectre parce qu'il faut qu'il lutte effectivement contre le Game Pass, parce que surtout il faut qu'il gagne des revenus. Comment ils font? Alors le VR, comme j'ai parlé, la VR2 qui va arriver ne suffira pas parce que c'est quand même un marché de niche pour l'instant, je le précise, on verra dans l'avenir ce qu'ils proposent comme jeu et la qualité du VR, mais c'est effectivement un marché de niche. Et donc PlayStation se redirige également sur le PC. Uncharted Legacy va par exemple sortir sur PC, mais également sur PlayStation. Donc sur PC, ils vont alimenter le monde du PC avec PlayStation PC, mais il y a également PlayStation Mobile. Et ils vont alimenter également ce côté-là, parce qu'on sait que dans le monde, là où les joueurs sont le plus nombreux, c'est sur mobile. Et ce n'est pas sur console, ce n'est pas sur PC, c'est sur mobile. Il y a énormément de joueurs sur mobile. Et donc il est toujours intéressant d'être bien positionné sur mobile. Je vous rappelle quand même qu'en portabilité, il y a la Steam Deck qui arrive pour Steam. Il y a bien entendu Nintendo qui sont royales avec la Switch. Et il y a le xCloud de Microsoft, de Xbox, qui est là également pour alimenter le mobile. Et donc PlayStation ne pouvait pas rester en retrait de ce côté-là. On a une autre nouvelle un petit peu moins drôle côté PlayStation. Une ancienne employée, Emma Lee Maggio, a été licenciée. C'était une spécialiste en sécurité chez PlayStation. Elle se plaignait pendant 6 ans, elle s'est plainte de ne pas avoir de promotion, et au bout de 6 ans, elle s'est fait licencier. Et donc maintenant, elle se plaint, effectivement, elle porte plainte contre PlayStation aux États-Unis, je précise, et elle a ouvert une action class pour voir d'autres personnes la rejoindre pour alimenter sa plainte. Alors je vais être prudent avec ça, je vous explique effectivement. Comme on dit, il vaut mieux d'abord balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Je parle des propos de Jim Ryan, effectivement, ils étaient très intelligents au point de vue, vous savez, de Blizzard Activision, le patron de Blizzard Activision, où il y a beaucoup de problèmes et visiblement assez réalistes, puisque quand même ça vient de tous les côtés, côté Activision Blizzard. Et donc Jim Ryan, ainsi que bien entendu d'autres comme Phil Spencer, ont dit qu'il fallait avoir du ménage chez Blizzard Activision. Mais il pourrait y avoir également des problèmes chez Sony États-Unis, puisqu'apparemment il y aurait discrimination sur les femmes, c'est-à-dire qu'elles monteraient moins vite que les hommes aux États-Unis, elles auraient moins de postes importants. À vérifier ou pas, c'est ça qui est important, c'est que pour l'instant c'est une plainte, rien n'est prouvé, il faut être prudent. Si ça se confirme effectivement par des mails, des preuves directes, alors là oui ce sera problématique pour Sony, et Jim Ryan devra agir en conséquence.
Si jamais d'autres plaintes viennent corroborer les dires de cette personne, effectivement, ce sera problématique. Mais attention, attention, on n'en sait rien pour l'instant. Il y a eu licenciement, donc est-ce qu'il y a eu effectivement une réaction virulente vis-à-vis de ce licenciement? On ne connaît pas les termes de ce licenciement. Et effectivement, souvent les employés face à de grandes industries comme ça sont un peu démunis, il faut le reconnaître. Donc il peut y avoir des abus, et il y en a d'ailleurs dans toutes les industries. Mais aussi parfois il y a un peu de malveillance de la part de certaines personnes vis-à-vis de leur employeur, parce qu'ils n'ont pas apprécié ce qui est arrivé, ils se sont fait licencier pour d'autres raisons, et donc ils essayent de faire une contre-réaction qui n'est peut-être pas tout à fait la vérité. Attention, je ne dis pas qu'elle ment, on n'en sait rien, on va attendre des preuves plus concrètes pour pouvoir discuter de cette affaire et pour voir la réaction de Jim Ryan et de Sony vis-à-vis de Sony États-Unis et de cette affaire en particulier. Alors parlons maintenant d'AMD. AMD, ils ont dit qu'ils voulaient devenir vertueux en termes écologiques. C'est la grande mode actuellement. Ils veulent proposer en 2025, horizon 2025, des processeurs, en particulier pour les supercalculateurs, pour les data centers, des processeurs qui seront 30 fois plus puissants en termes de puissance pour une consommation équivalente. Alors effectivement, ils ont d'ailleurs bien commencé parce que regardez les cartes graphiques actuelles qui sont proposées de AMD versus les cartes graphiques de Nvidia. Les cartes graphiques AMD consomment moins que les cartes graphiques effectivement de Nvidia à puissance équivalente si on met de côté le ray tracing. Donc effectivement, ils sont dans cette tendance-là. D'ailleurs, les puces qui se vendent pour les data centers EPYC prennent de l'importance. 15% des 500 plus puissants data centers du monde aujourd'hui sont en EPYC. AMD monte à toute vitesse et la consommation des data centers EPYC est inférieure à celle de Nvidia. Ils vont d'ailleurs proposer, vous savez, j'en ai parlé, une gamme MI200, GPU MI200 spéciale intelligence artificielle, qui va concurrencer la gamme A100 de Nvidia et qui sera beaucoup moins consommatrice que la gamme Nvidia en étant 5 fois plus puissante. C'est important de le dire. Ils vont processer ça d'ailleurs en 5 nanomètres. Ils vont passer chez TSMC en 5 nanomètres. Je vous l'ai expliqué, Apple va passer en 3 nanomètres, probablement Qualcomm, et donc ils vont profiter de la trouée en 5 nanomètres pour pouvoir s'engouffrer dedans AMD, qui est l'un des principaux clients de TSMC. Et ils n'ont pas fait que ça, AMD, parce qu'AMD, pourquoi ils visent 2025? Parce qu'ils ont également racheté une société, Xilinx. Alors on a beaucoup parlé de Nvidia ARM, vous savez, qui sont encore dans la tourmente. Ça veut dire que Nvidia n'a pas encore racheté ARM, parce que bien entendu pour l'instant les autorités européennes et britanniques et même chinoises s'interrogent encore sur ce rachat. Et la problématique de Nvidia, c'est que même s'ils rachètent ARM, en tout cas ils ne pourront pas bloquer les designs de ARM pour eux, ils vont devoir les laisser libres à tout le monde, dont AMD et Xilinx d'ailleurs qui les utilisent aussi. Alors que AMD, ils ont racheté Xilinx. Xilinx, c'est quoi? C'est les créateurs du FPGA, c'est-à-dire des puces entièrement, des processeurs entièrement programmables. C'est-à-dire qu'on ne programme pas que des lignes de code à l'intérieur, on peut totalement changer les entrées-sorties, on peut faire ce qu'on veut de cette puce, la transformer comme on veut. C'est eux qui ont créé ce concept-là. Et récemment, ils ont créé un nouveau concept, l'ACAP. L'ACAP, c'est l'Adaptive Computing Acceleration Platform. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pour du machine learning, c'est pour de l'intelligence artificielle, c'est des FPGA, spécial intelligence artificielle data center. Et AMD s'est armé de Xilinx pour justement gagner la guerre, entre guillemets, des data centers. Et il y a une différence avec Nvidia importante, c'est qu'Nvidia ne pourra pas refuser les architectures ARM à AMD et Xilinx, alors que AMD refusera les nouveautés de Xilinx, par brevet bien entendu, à Nvidia, ce qui est quand même un petit avantage. Donc on verra s'ils atteignent effectivement leur objectif 2025, 30 fois moins de consommation pour une puissance égale. La puissance sera bien entendu largement supérieure, mais la consommation devrait donc être maintenue, être baissée, ce qui permettrait à AMD d'avancer un argument supplémentaire vis-à-vis bien entendu de ceux qui sont intéressés par les data centers. C'est l'argument énergétique, c'est l'argument écologique, et croyez-moi, les États qui veulent se doter de data centers sont plutôt sensibles à cet argument-là. Je vais finir rapidement par le salon du livre. Alors je voulais remercier Mathieu avec 2 T et Adrien avec un H en début de prénom pour leur passage, ça m'a fait extrêmement plaisir. On a pu échanger bien entendu sur la chaîne, sur le jeu vidéo en général, sur ce qu'ils aimaient faire comme jeu, etc., etc. Donc je remercie encore ces 2 abonnés de leur passage. Le salon du livre s'est très bien passé. Colmar, c'est un gros salon. Comme vous voyez quelques images avant ouverture du salon, le dimanche matin, j'ai pris quelques photos rapidement. C'est un grand salon. C'est un salon où il y a des grands auteurs. Personnellement, en tout cas, moi j'ai eu pas mal de lecteurs qui sont venus, des nouveaux lecteurs aussi, et j'en suis très heureux. On m'a demandé de parler de mes livres. Je le ferai dans le futur en fin de vidéo pour ne pas vous embêter, pour ne pas embêter les gens qui ne sont pas intéressés par la littérature et par ma littérature. Donc je parlerai de temps en temps d'un de mes livres. Je l'exposerai de temps en temps entre bien entendu une série ou un film. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.